Loué soit Jésus-Christ, ici Théodon pour Radio Regina. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Yannick, avec lequel on va traiter un sujet qui est assez commun, assez fréquemment abordé au sein de la société, mais malheureusement pas toujours avec le meilleur esprit. On voit notamment le journal L'Express qui publie régulièrement des articles sur le sujet. Beaucoup de nos frères en chrétienté aussi abordent ce thème, puisque c'est un sujet qui évidemment nous concerne directement, puisque l'Église s'est prononcée, a condamné cette société. En l'occurrence, ici, nous allons parler de la franc-maçonnerie. Donc, peut-être une petite présentation de, en gros, l'histoire et qu'est-ce que la franc-maçonnerie, en fait. Oui. Bonsoir Théodon. Alors en fait, on va plonger un petit peu effectivement dans la maçonnerie, mais d'un point de vue particulier. Donc c'est pas vraiment une émission genre introduction à la maçonnerie. C'est pas vraiment l'idée, ou complètement l'idée du moins, même si on va bien sûr faire un petit historique, la définir, etc. et parler brièvement de quelques obédiences. En fait, l'idée ici, c'est de traiter du sujet à partir d'un point de vue particulier. D'ailleurs, l'intitulé de l'émission, c'est la contre-révolution maçonnique. Là, je pense que je pouvais pas trouver mieux comme titre par rapport à tout ça. Déjà, c'est un titre qui va faire parler de lui, je pense. Parce que les gens ne sont pas habitués à associer ces deux mots ensemble. Alors, en fait, on touche là un sujet complètement sensible. Et je réexplique un petit peu. Depuis que Radio Regina existe, je crois que c'est à partir de la seconde émission que j'ai fait avec Guillaume, ici j'étais présentateur. Je disais déjà à l'époque qu'on avait un gros souci dans le milieu catholique, c'est qu'autant des sujets comme le protestantisme, comme le libéralisme ou comme le modernisme, c'est des sujets qu'on maîtrisait bien et dont on parlait souvent, mais en même temps il y a des sujets dont on parle souvent, qui sont malheureusement méconnus dans leur essence. Je vais par exemple parler du judaïsme, de l'islam ou de la maçonnerie. Or, pour des raisons complètement différentes. Par exemple, en ce qui concerne le judaïsme, ça va pas être spécialement d'un point de vue très catholique. C'est toi ce que je veux dire. Oui, parfois, il y a des influences martionnistes aussi. Là, on a déjà dénoncé dans l'émission sur ce sujet. Des influences. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Martionnistes ou racisme biologique. Voilà. Ou voilà. Des choses dans ce sens-là, mais qui sont pas très chrétiennes. Alors là, on s'est rattrapé sur le coup avec Guillaume. On a fait justement pour corriger un peu ce problème-là. Et vraiment lire la question judaïque par le prisme du catholicisme. On a fait des rappels, on a fait 7 émissions sur la question judaïque, et dont 5 sur la Kabbale, qui était très importante, parce que c'est... Voilà. Pour retrouver une lecture catholique du judaïsme. Pareil pour l'islam, le problème qu'on a dans notre communauté, c'est la lecture de l'islam ici, elle va se faire... bien souvent, parce qu'on n'a plus beaucoup de bons auteurs catholiques sur le sujet, elle se fait au prisme des droits de l'homme, la laïcité. On lit l'islam à travers le libéralisme. Ça aussi, il faut rattraper le coup avec, j'espère... Et à cause de ça, on se fait contaminer et on se fait affaiblir, en fait, puisqu'on ne comprend même plus notre foi, on ne comprend même plus nos principes. C'est ça. Exactement. En fait, des propos récurrents qu'on entend contre les mahométans, par exemple, je pense n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais la question du voile, par exemple, en fait, on attaque notre propre religion. Ou quand c'est la question de la laïcité, ou voilà. On attaque notre propre religion. Mais ça, bon, on va, j'espère, avec l'aide de Dieu, pouvoir consacrer une émission spéciale sur le sujet, dès qu'on pourra, si Dieu nous le permet. Et après, voilà, le sujet maçonnique aussi, tout le monde en parle, mais au fond, la franc-maçonnerie, c'est quoi? Est-ce qu'on peut la définir déjà correctement? Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde est focalisé sur des questions de complot, à tel point de faire de la notion de complot l'essence même de la maçonnerie, en fait. Là, je suis désolé, là, ça pose de graves problèmes, avec des graves conséquences, de fonctionner ainsi. Donc, on n'est pas là, évidemment, pour contester du tout des questions de complot, encore que, parfois, ça, évidemment, ça va bien trop loin. Mais la maçonnerie, résumer la maçonnerie à ça, en fait, nous, c'est pas compliqué. Qui est complot ou pas, la maçonnerie, elle doit être interdite. Point barre. Le complot, c'est le risque. En fait, le complot, c'est un accident de la franc-maçonnerie, mais on ne parle pas de son essence, en fait. Exactement, voilà, c'est ça, c'est l'idée. On distingue essence et accident. Et l'essence, c'est déjà condamnable. Mais l'essence, personne n'en parle. Et l'essence, c'est ce qui est même, à la limite, plus dangereux pour nous.
Et le problème, et ça on va beaucoup le répéter dans cette très longue émission qui va certainement se faire en plusieurs parties, c'est que quand on n'indexe pas correctement un problème, et de plus de 200 ans, bon, ça se passe un peu n'importe comment, quand on indexe n'importe comment un problème, mais on ne sait pas l'attaquer correctement, et on se fait avoir. Et quand tu dénonces mal un problème, bah, tu dénonces une chimère. Et pendant que tu regardes la chimère, bah, le problème il est peut-être à côté de toi. C'est-à-dire le franc-maçon il est peut-être à côté de toi, tu le vois même pas parce que t'es obsédé, t'es focalisé sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait on va faire l'émission en 4 parties, hein. Alors la première partie, on va retrouver un peu l'essence de la maçonnerie, on va toucher un peu aux définitions, qu'est-ce que la maçonnerie, et en bref historique. Ce qui permettra de comprendre la seconde partie qui va toucher à la Révolution française, hein. Ça c'est une période évidemment incontournable par rapport au sujet traité. Et là on va parler, l'intitulé de l'émission comme vous savez c'est la contre-révolution maçonnique, donc on va s'intéresser surtout au royalisme maçonnique, hein, parce que contrairement à ce que beaucoup croient, on a eu des légitimistes et même contre-révolutionnaires dans le camp catholique qui étaient initiés, voilà. Donc ça il faut absolument en parler pour comprendre la troisième partie qui va être bah, la contre-révolution maçonnique à l'heure actuelle, parce qu'on est toujours contaminé. Je parle pas par rapport aux modernistes, là je parle bien par rapport aux tradis. Le problème est toujours très présent, les esprits sont toujours maçonnisés. Donc évidemment il y a des gens qui voient tout ça, hein, évidemment il y a une minorité de gens qui se rendent compte de tout ça, mais beaucoup ne le voient pas, donc ça on va en parler. Et enfin la quatrième partie, bah là on va se poser la question. Bah, la question c'est comment ça se fait qu'on en est toujours là, voilà. Comment ça se fait qu'on n'a toujours pas réussi à s'extirper du souci. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Moi c'est un sujet que je maîtrise déjà plus ou moins, hein, depuis des années. C'est des choses qui me passionnent. Mais après c'est vrai que j'ai dû me replonger pas mal dans certaines lectures pour certains détails, parce que je sais que beaucoup vont un petit peu nous attendre au détour, hein. Parce que c'est une émission qui va, comment dire, Elle va intéresser, je pense, beaucoup de monde, à la fois les catholiques, mais aussi peut-être certains francs-maçons qui vont passer par là, quoi. oui, voilà, mais ça c'est évidemment pas du tout un problème, parce que bon, si les francs-maçons peuvent enfin trouver une analyse un peu plus juste sur leur compte, mais en même temps plus radicale, et en même temps qui peut, si Dieu le permet, les aider à les éclairer, avoir une illumination chrétienne à défaut, hein, plutôt que maçonnique, là ce serait pas plus mal. Donc voilà un petit peu l'idée, et je trouve que justement, ça je tenais aussi à faire un petit peu le parallèle, mais ça on va le faire au fil de l'émission, je pense. On a mis du temps à la faire au final, malgré qu'on en parlait depuis au moins 2 ans. Parce que déjà, on avait d'autres priorités, hein, sur tout ça, avant de faire celle-ci. Mais bah, grâce à Dieu, en fait, nos émissions, elles ont tendance à toujours tomber à pic, en fait. Si tu regardes là, ici, par rapport à l'actualité, là on sort, enfin on est un peu on est toujours, au moment où je parle, on est toujours dans les histoires de déconfinement. Donc on est toujours dans l'actualité du Covid-19 alias coronavirus, hein. Et là ça touche un peu à ça, parce que, cher ami Théodon, je pense que dans notre émission ici, intitulée La contre-révolution maçonnique, on aborde la question maçonnique à partir d'un angle qui n'est jamais abordé, et qui pourtant le devrait. Ça, c'est un grave problème. Et on fait part ici, on va faire part en même temps d'un système de pensée complètement différent du logiciel habituel servant à analyser l'actualité politique dans notre communauté. Et là, les gens vont peut-être comprendre un petit peu pourquoi on a tendance à souvent remettre des choses en question et à être à la limite un petit peu polémique, à dire des choses que personne n'ose dire, et y compris dans les milieux de droite et d'extrême droite actuels, quoi. On n'est pas du genre à être conformiste, quoi. Oui, voilà, mais c'est justement ça aussi qui fait qu'on n'est pas spécialement très apprécié par tout le monde, parce qu'on dit des choses qui dérangent ces milieux-là, hein, donc voilà. Ici, justement, quand je parlais de l'actualité, ben, toi comme moi, Théodon, étant donné qu'on a un logiciel, un système de pensée un peu différent, hein, comme on a dit, ben, fatalement, on a vu les histoires de coronavirus sous un angle différent que ce qu'on trouvait sur certains sites de réinformation, voilà, catholiques. Je pense à des Gloria TV, des Salons Belges, tout ce qu'on veut, enfin la totale.
On était très minoritaire dans notre positionnement parce qu'on a pris le coronavirus au sérieux. Je pense que les gens devraient peut-être se demander comment ça se fait qu'on a le programme, au niveau politique, hein, je parle peut-être le plus radical qui ait jamais été écrit. On renvoie les auditeurs à nos émissions sur le sujet. Hein, voilà. Sur notre site. Je pense qu'on est. Voilà. Mais malgré tout, c'est très curieux. Je crois que ça, en fait, ce qui se passe, c'est quand on attaquait ce genre de sujet, mais ça va être pareil pour la franc-maçonnerie, ça induit une dissonance cognitive, en fait. Là, les gens ne comprennent plus. C'est comme. Tu vois, il y a aussi l'aspect psychosociologique qui joue beaucoup, l'appréciation du monde, mais qui ne relève pas nécessairement de la foi et de la morale, mais qui est plus communautaire, hein, et historique, et toutes les raisons qu'on veut. Donc, on va s'attaquer à du très gros morceau. Hein. Alors, aussi, autre petite chose. Je pense que déjà cette première partie va un petit peu choquer. Hein. Là, ça va être de la pure dissonance cognitive. À certains moments, ça va bugger. Hein. Ce qui peut expliquer pourquoi on reçoit parfois des insultes. Là, dernièrement, il y a Athanase qui a reçu, qui a été traité de franc-maçon, dernièrement, parce qu'il remettait en cause le fidéisme. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs faire dans cette émission. Donc voilà, c'est exactement ce qui risque de se passer. Les gens qui ne comprendraient pas tout de suite où on va en venir, écoutez les émissions entièrement. Toute cette série d'émissions, écoutez-les entièrement et vous allez bien comprendre pourquoi on est un peu dans cet état de fonctionnement. Hein. Voilà. C'est pour la vérité aussi, c'est pour mettre les pendules à l'heure. Mais après, le problème, c'est que le logiciel qu'on va critiquer induit de très très graves conséquences. Au pluriel, hein, beaucoup de conséquences. Voilà. Qu'il faut absolument résorber si on veut sortir des crises. Donc, très bien, très bien. Donc un peu une critique à la fois externe sur la maçonnerie, mais aussi interne sur nos milieux qui peuvent parfois pas réagir comme ils devraient réagir en fait. Ouais, c'est ça. Alors là, les gens ils se disent « Ah mais ce sont certainement des modérés, hein, voilà, c'est des moutons, tout ça », parce que ça on a eu hein, avec les histoires de Corona. Mais on va voir ça tout de suite. Donc Théodon, est-ce que tu saurais là, comme ça, tilter, donner une définition de la maçonnerie? Ouf, vaste sujet. Je dirais que c'est une société à caractère initiatique. Stop, c'est bon. Ouais, déjà rien que ça, c'est bon. Voilà, c'est la première chose à dire. C'est vraiment la première chose à dire. Et on ne s'est pas consulté, je précise. Voilà, on ne s'est pas consulté, mais c'est exactement ça. Déjà, ce serait magnifique si tout le monde pouvait commencer par ça quand il s'agit de définir la franc-maçonnerie. Ce serait magnifique, parce que c'est l'une des dernières sociétés initiatiques dans le monde occidental. Et enfin, même aussi un peu, hein, elle existe aussi dans le monde arabe, turc, etc., hein, évidemment. Si on commençait déjà par ça, déjà, le débat pourrait s'arrêter là, déjà, c'est condamné. Point. Société initiatique, ça dit initié, regroupement d'initiés, donc ça dit élite, ça dit rituel, ça dit transmission, ça dit grade, ça dit secret, ça dit ésotérisme. Et donc ici, il s'agit d'un ésotérisme qui passe par l'étude des symboles, et avec bien entendu certains objectifs à atteindre. Hein. Donc, déjà, rien que ce premier élément, il est déjà condamnable, du point de vue catholique. On pourrait déjà s'arrêter là, tu vois. Alors en plus, si on commence à parler de magie, etc., bon, on va peut-être pas aborder ce point-là, mais la discussion... On peut aussi mentionner l'étude des paganismes en général, qu'on retrouve beaucoup dans la symbolique de la franc-maçonnerie. Le paganisme égyptien, le paganisme grec, etc. Mais bien sûr, mais c'est logique, c'est logique. Moi, alors, ici, je ne suis pas vraiment dans la définition officielle, hein, mais après tout ce qu'on va dire, désolé, la maçonnerie, c'est la revanche du paganisme sur le christianisme. Franchement, moi, je le vois comme ça. Et d'ailleurs, historiquement... vers la fin du paganisme, justement, il se tournait vers ce genre de secte initiatique avec les néoplatoniciens, etc. Mais bien sûr, le masdéisme et compagnie. Voilà. Bien sûr, complètement. Et donc, ça, voilà. Et la Kabbale, c'est aussi. C'est pas pour rien que l'étudiant en maçonnerie, puisque c'est la paganisation du judaïsme, hein, même si c'est un peu plus compliqué que ça chez eux. Mais c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que comment dire. Tu vois, dans le néopaganisme, tu vois, avec les faux dieux, etc. J'ai toujours dit, pour rire, mais c'est vrai, chez les gens qui s'intéressent à la chose païenne,
de nos jours. T'as les gars un peu simples qui vont peut-être se tourner vers le paganisme à l'ancienne, politiste, etc., sans vraiment croire en ces faux dieux-là. Des gars un peu simples, hein, donc pas nécessairement en QI très élevé. Mais ceux qui ont un peu plus de points niveau QI vont peut-être rechercher un peu plus loin, et là, la maçonnerie va peut-être un peu plus les intéresser dans ces cas-là. Voilà, la gnose en général, parce qu'il y a bien une gnose maçonnique, un certain type de gnose. Donc, donc je valide complètement ce que tu dis, hein, donc par rapport au paganisme. Condamnation, 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 point. Tu vois, et là, en tout cas, dans le cadre d'une société initiatique, avec son ésotérisme inhérent, c'est de facto contraire à la sainte religion catholique. Comme toute société initiatique, parce qu'il n'y a pas que la franc-maçonnerie qui est initiatique, donc on tape toujours sur la maçonnerie, mais en fait, il y a évidemment d'autres sociétés, elle n'a aucune raison d'être du point de vue catholique. Voilà. Donc déjà, à ce niveau-là, on est beaucoup plus radicaux que ceux qui ne tapent que sur les complots. Voilà. Même si elle se dit chrétienne, pour certaines branches, pour certaines obédiences, elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent, pour nous, ça ne devrait pas exister. Et pour aller plus loin, les sociétés initiatiques sont déjà condamnées avant même qu'on parle de franc-maçonnerie. Donc voilà, à partir du moment où on évoque le mot ésotérisme, voilà, ça n'existe pas chez nous, c'est déjà terminé. Donc nous, on est une religion, je vais rappeler, c'est simple comme rappel, on débute. Nous, catholicisme, c'est une religion exotérique et non pas ésotérique. Il n'y a pas de secret initiatique chez nous. Pourquoi cacher? Nous, on est complètement transparent par rapport à notre religion. Pourquoi être opaque, les gars? C'est ce que je veux dire. Il n'y a aucune bonne raison, d'ailleurs ça, les papes vont le dire. On continue avec la franc-maçonnerie. On va voir un peu ses spécificités. Et si je dois citer un dénominateur commun dans ce type d'initiation, au-delà des différentes obédiences, qui sont vraiment différentes sur beaucoup de points de vue, hein, là c'est le recours à des symboliques tournés vers la notion de construction, de bâtissage, etc. Donc ça c'est évidemment très connu. Le compas et l'équerre, etc. Voilà, tout le monde connaît un petit peu. Hein. Et quand on entre en maçonnerie, en fait, ce qu'on peut entendre comme discours, hein, c'est qu'on entre comme une pierre brute, et que cette pierre, on va la former, on va la polir, on va la rendre belle au fil de l'initiation. Hein, donc ça, c'est la grande idée aussi. Hein. Donc c'est le gros point commun au-delà de toutes les différentes idées politiques, obédience, etc. Et on voit que ça pose aussi un gros problème, puisque ça se substitue en fait à la vie chrétienne et à l'éducation. Parce que normalement, on peut considérer que voilà, l'enfant qui naît, c'est une pierre brute, on pourrait considérer à la limite ça comme ça, mais qu'est-ce qui fait de cet enfant-là un homme accompli? L'éducation, et voilà quoi, l'éducation religieuse et l'éducation naturelle. Donc la franc-maçonnerie, si elle se substitue à ça, c'est déjà pas normal. En plus, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc déjà, il y a aucune raison de ne pas condamner déjà à la base. Donc elle est déjà condamnée avant d'être condamnée, officiellement. Voilà. L'idée en plus justement, c'est de faire, c'est une école de formation philosophique et sociale aussi, hein, qui peut amener évidemment à la politique. C'est aussi leur idée. Hein. Donc ça a beaucoup de, notamment au développement personnel. En fait, ils prétendent améliorer l'homme et contribuer à améliorer la société. Donc c'est vraiment ce qu'ils répètent souvent, quoi. Enfin bon bref, je vais revenir par la suite à ça. Mais donc voilà, c'est un peu la grande idée. Et en plus de tout ça, elle est multiconfessionnelle. Hein, c'est assez particulier pour une secte. Hein, donc c'est un relativisme religieux. Bon. Effectivement, puisque chaque frère est égal à un autre frère, en fait. Ouais. Il n'y a pas de... On peut pas imposer une religion contre les autres en maçonnerie, en fait. C'est pas possible. Ouais. Ça va contre les principes. Donc, déjà là aussi, comme nous, catholiques, nous voulons imposer le catholicisme au sein de la société, que les chefs d'État reconnaissent le règne du Christ roi et l'appliquent du mieux possible dans la cité et dans leur cœur, évidemment. Eh bien, forcément, notre point de vue est absolument incompatible avec la maçonnerie qui va chercher à créer plutôt un modus vivendi, un vivre ensemble entre les différents courants religieux, ce qui n'est pas notre but à nous. Nous, notre but, c'est la conversion des âmes. Et c'est pas pour rien, évidemment, que la maçonnerie, en tout cas une grosse partie d'entre elles, a porté les idées nouvelles.
Oui, elle est née en Angleterre, elle est née en C'est France. ça. C'est des pays berceaux du libéralisme, hein, ça. Exactement. Mais toujours est-il, en tout cas, donc on a parlé de tout ça, on a parlé de très nombreux problèmes par rapport déjà à l'essence maçonnique en tant que telle, en abordant bien sûr les dénominateurs communs, mais sans aller parler des différentes obédiences, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on verra beaucoup plus loin. Mais là, on remarque évidemment qu'on n'a pas encore parlé des questions de complot. Hein. Parce qu'en général, c'est ce que tout le monde aborde directement, mais c'est pas... Comme tu le rappelais, le complot, c'est le potentiel risque d'accident. Voilà, très potentiel d'ailleurs. Puisque c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire. Hein. Ça, quand on accepte ce genre de société, c'est déjà mort. Donc en plus des conséquences qui sont nuisibles pour l'âme, hein, ça on n'en parle pas assez d'ailleurs, il y a bien sûr les conséquences politiques. Hein. Ce dont tout le monde parle quasiment exclusivement. Je crois que m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps, qu'un problème de se focaliser sur la notion de complot qu'on aborde la franc-maçonnerie, c'est que c'était une tendance naturaliste. Ah bah oui, tout à fait, puisque lorsqu'on aborde la franc-maçonnerie sous l'aspect complot, on ne l'aborde pas ni d'un point de vue philosophique, ni d'un point de vue catholique, puisque, à la limite, même d'un point de vue strictement naturel, alors, si la franc-maçonnerie n'est que complot, ou est d'abord complot, alors même un non païen, normalement même un non chrétien, devrait être contre la franc-maçonnerie, puisque le complot, ça porte atteinte au bien commun, à la cité, c'est inacceptable par définition, quoi, puisque c'est un germe de dissolution. Ouais. Donc, voilà, quoi. Cette grille de lecture, elle est incomplète, en fait, puisque justement, nous, on apporte aussi, pas seulement le point de vue de la cité, le point de vue de la société politique, mais aussi le point de vue moral et le point de vue de la religion, quoi. C'est ça. Donc ici, on a une société initiatique, donc ésotérique, avec tout un système de gnose maçonnique, hein, voilà, elle a cette particularité. En plus, avec les constitutions hérétiques d'Anderson, là, désolé, on est déjà dans le satanisme. Point. L'affaire est déjà close avant qu'on parle du reste, bien sûr. Donc, condamnable par essence, comme on dit, et on va... Alors, avant d'aborder l'historique, je vais quand même déjà aborder les condamnations papales. Puisque, voilà, c'est à partir de 1738, hein, donc... pardon. On va attendre en 1738 pour que cette société initiatique soit condamnée spécifiquement en tant que maçonnerie. Et c'est Clément XII, hein, donc qui va alerter les États à son sujet. Il va dire, je vais lire ce qu'il dit. Nous avons appris par la rumeur publique qu'il se répand à l'étranger, faisant chaque jour de nouveaux progrès, certaines sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, appelées communément du nom de francs-maçons, ou d'autres noms selon la variété des langues, dans lesquelles des hommes de toute religion et de toute secte, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable, d'après les lois et des statuts qui se sont faits, et s'engagent par serment prêté sur la Bible, et sous les peines les plus graves, à couvrir dans silence inviolable tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret. Mais comme telle est la nature du crime, qu'il se trahit lui-même en poussant des cris qui le font découvrir et le dénoncent, les sociétés ou conventicules susdits ont fait naître de si forts soupçons dans l'esprit des fidèles que s'enrôler dans ces sociétés, c'est, auprès des personnes de probité et de prudence, s'entacher de la marque de perversion et de méchanceté. Car s'ils ne faisaient point de mal, ils ne haïraient point ainsi la lumière, et ce soupçon s'est tellement accru que, dans plusieurs États, ces dites sociétés ont été, depuis longtemps déjà, proscrites et bannies, comme contraires à la sûreté des royaumes. Donc voilà, pour ces raisons, ça a été interdit aux catholiques de s'y engager, de les propager, de les entretenir, de leur demander conseil, etc. Et il dira qu'elles vont à l'encontre des lois civiles et canoniques. Donc voilà, on a l'Église qui condamne à juste titre clairement ici, elle voulait pousser les États à se débarrasser de ce poison qui les menace aussi, et c'est à eux que le message s'adresse notablement. Hein, donc si les États s'en débarrassent pas, c'est l'Église qui va aussi en payer les frais, fatalement. Hein.
Et on peut aussi remarquer que le Saint-Père ici commence d'abord, en montrant ce qu'est la franc-maçonnerie, il commence par dire que c'est une communauté dans laquelle des hommes de toute religion et de toute secte se lient entre eux. Alors, donc, il commence à pointer ce point-là en particulier. Il commence par cela, en fait. C'est déjà intéressant, puisque ce point-là, aujourd'hui, malheureusement, on ne le pointe pas assez du doigt quand on critique la franc-maçonnerie. C'est ça, et Benoît XIV va être encore plus insistant, hein, donc, par rapport, en parlant directement du premier point en question, hein, clairement. Donc, à partir du moment où il y a suspicion, alors, la question c'est, pourquoi est-ce que vous haïssez la lumière? C'est comme, il doit y avoir quelque chose derrière. Clément XII, en plus, on remarque qu'il ne se pose même pas la question de savoir quelles seraient les petites manigances. Voilà, il condamne direct, à juste titre, et il a évidemment raison. Alors, juste pour rappel encore, hein, dans les autres types de sectes initiatiques qui étaient déjà condamnables, hein, je pense donc en particulier aux sectes de type gnostique qu'on a eu dans l'Antiquité, il y avait bien, par définition, des secrets révélés petit à petit aux initiés, sinon ce ne serait pas l'initiation. Hein. La différence, ici, c'est que les États étaient au courant. Hein. Il n'y avait pas d'histoire de voir des risques de complot politique, etc., puisque les États étaient au courant de ce qui se pratiquait exactement. Donc c'était pas des sociétés subversives, c'était juste anti-chrétien, sans plus. Voilà. Tout ça pour dire, voilà, en gros, que ce type de secte a toutes les raisons pour être condamné. Toutes les raisons. En plus de ça, aussi, voilà, un truc complètement multiconfessionnel et opaque, y compris pour l'État, alerte rouge, hein, clairement. Donc, justement, je te parlais de Benoît XIV, hein, donc il va préciser les choses dans la condamnation qui va suivre, et il va réitérer tout cela en 1751, il va dire « Or, parmi les causes très graves de la susdite prohibition et condamnation exprimées dans la Constitution, celle de Clément XII, quoi, hein, donc rapportée ci-dessus, il dit « La première est que, dans ces sortes de sociétés ou conventicules, il se réunit des hommes de toute religion et de toute secte. » Voilà, il dit que c'est la cause la plus grave, il le dit clairement. Donc ça rejoint évidemment ce que tu disais. D'où l'on voit assez que mal peut en résulter pour la pureté de la religion catholique. Ah, déjà, tout est dit, hein, ici. Il continue. La seconde est le pacte étroit et impénétrable du secret, en vertu duquel se cache tout ce qui se fait dans ces conventicules, auxquels on peut avec raison appliquer cette sentence de Ciocilius Natalis, rapportée dans Minucius Felix. Dans une cause bien différente, les bonnes choses aiment toujours la publicité, les crimes se couvrent du secret. Troisième condamnation, s'il dit, la troisième est le serment qu'ils font de garder inviolablement ce secret, comme s'il était permis à quelqu'un de s'appuyer sur le prétexte d'une promesse ou d'un serment, pour ne pas être tenu s'il était interrogé par la puissance légitime d'avouer tout ce qu'on lui demande afin de connaître s'il ne fait rien dans ces conventicules qui soient contre l'État et les lois de la religion ou du gouvernement. Tu vois, mais c'est aussi, il prévient l'État. Hein. C'est... Oui, parce que la franc-maçonnerie, par son secret, est une menace pour l'État en tant que société parfaite. Normalement, l'État a besoin... est une société qui parvient à se maintenir par elle-même. Et bien, si on tolère en son sein une société qui agit sans lui rendre des comptes, en fait, puisque c'est ça, le secret, la violabilité du serment, eh bien, ça pose forcément une menace pour le bien commun, en fait. Donc oui. Voilà. Donc c'est clairement le complot et le risque encouru. Vous devez être prévenus. Les États doivent être prévenus. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le considérer. Donc, les condamnations, elles ont continué à pleuvoir. D'autant plus que l'Église a physiquement, elle-même, directement été aux prises avec la maçonnerie, ou du moins certaines maçonneries, puisqu'il y a eu la fameuse révolution italienne, qui a coûté cher pour les États pontificaux. Hein. Donc c'est avec les Carbonari qui vont s'appuyer sur la maçonnerie. Comme ça qu'on a perdu du terrain, que l'Église a perdu ses États. L'Église elle qualifiera d'ailleurs d'ennemi juré pour tout le ravage, que ce soit au niveau de la foi ou au niveau plus étendu, politique. Donc,
On va voir, néanmoins, que les catholiques, ils n'ont pas toujours obéi, voire pas du tout. Ou alors, n'ont pas été au courant de ces condamnations aussi. Ça a été le cas d'ailleurs, hein, souvent. Oui, parce que c'était l'époque, le XVIIIe siècle, où les monarchies, malheureusement, ça peut aussi précipiter leur chute, refusaient de tenir compte des avertissements de la discipline du pape en raison de diverses hérésies, le gallicanisme en France, l'anglicanisme en Angleterre, etc., qui les a aveuglés sur ce sujet-là. Par exemple, lorsque le pape promulguait une bulle ou une encyclique, elle devait être approuvée par le Parlement ou par le roi directement pour qu'elle prenne effet dans le royaume. Mais comme il y avait une mentalité d'hostilité à l'égard du pape, bien souvent ce n'était pas le cas. Exactement, voilà, c'est ça. Et bien du coup, tout ça nous est revenu à la figure. Et... à l'heure actuelle, on est toujours contaminé, je suis désolé, je vais encore parler bientôt, et dans les émissions qui vont suivre. Et on risque encore, à moins que Dieu nous en préserve, mais c'est aussi l'objectif de faire ces émissions, c'est que même en futur proche, on le paye encore le prix très cher par rapport à les indexations erronées qu'on fait du problème. Donc voilà. Et donc pour nous, la franc-maçonnerie, le pouvoir de la franc-maçonnerie est à voir aussi comme un châtiment en fait. Ouais, exactement. C'est ça. Alors, je voudrais bien juste aussi préciser une petite chose, ça peut préserver de cette tendance à la focalisation exclusive sur la question des complots et compagnie, très naturaliste d'ailleurs. Au-delà de comprendre un peu l'essence du problème, parce que si avec la Dieu on pouvait se débarrasser des problèmes qu'on a aujourd'hui et demain, il faut absolument passer par là. C'est comprendre l'essence du truc. Et pour bien comprendre le problème et comprendre les concepts en question liés à la maçonnerie et se mettre dans le bain, si je pouvais donner un conseil, c'est même pas lire la littérature directement anti-maçonnique à la limite, avec un certain type d'auteur réinformatif. Moi, franchement, je dirais qu'il vaudrait peut-être mieux commencer à s'intéresser à la problématique de la gnose, en fait, qui va nous en apprendre beaucoup sur la notion et sur le mode de fonctionnement des sociétés initiatiques, et qui va permettre de plus facilement, de facto, aborder la question maçonnique avec ses différentes variantes, et sa particularité, bien sûr, gnostique. Franchement, voilà, c'est la gnose, tout comme la maçonnerie qui en est inhérente, c'est vraiment, à la base, ça a toujours été comme ça, depuis qu'elle existe, c'est une arme du démon pour parasiter la société chrétienne, pour parasiter les enfants de Dieu. C'est pas la seule, mais celle-ci, elle est vraiment très efficace. Et ça fait longtemps qu'ils essayent. Moi, je vous conseille, et je pense que Théodon dira pareil, c'est les ouvrages incontournables de monsieur Étienne Couvert sur le sujet. Pour moi, ça fait vraiment, dans le monde francophone, ça fait partie des meilleurs livres catholiques pour comprendre l'état du monde actuel, dans lequel on vit. Et à l'instar, franchement, il y a 2 livres, moi je dis. Il y a Le libéralisme est un péché, et il y a toute l'œuvre, alors il y a je sais pas, 5-6 bouquins d'Étienne Couvert, vraiment ultra passionnant. Vous en lisez un, vous êtes à fond dedans, je vous préviens. C'est pour comprendre l'état actuel de la société. C'est vraiment à lire, incontournable. C'est vraiment basique. Ce serait bien si tous les séminaires pouvaient les lire, parce que c'est très très lourd. Et quand on comprend ça, je pense que c'est beaucoup plus facile de mieux comprendre l'essence, le problème maçonnique en fait. Voilà. Parce qu'il parle pas de la maçonnerie, il en parle évidemment, il aborde le sujet, mais il aborde plein d'autres sujets par rapport à la gnose, et ça vraiment, c'est une cure de désintoxication, clairement. Enfin voilà, on va développer un peu tout ça. Alors par contre, on va pas aborder la gnose, parce que là je parle peut-être d'un concept que les gens savent pas, mais bon, ils peuvent vite peut-être rapidement se renseigner sur internet, mais sinon, on a fait des émissions sur la Kabbale, donc là vous avez déjà pas mal de notions à partir de là. Enfin bref. Maintenant, on va faire un petit historique par rapport à la maçonnerie. Alors, maçonnerie, d'où vient-elle? Voilà, la question. Comme tu le sais, comme beaucoup de gens le savent, donc il y a toutes sortes de théories, de légendes à propos de la maçonnerie. Que ces légendes-là proviennent de la maçonnerie ou de l'anti-maçonnerie. Donc
Voilà. Si on s'en tient à la version officielle des constitutions d'Anderson, hein, donc qui a fondé la maçonnerie, on va dire moderne, voilà, telle qu'on la connaît, hein. On va en parler dans quelques instants d'Anderson, hein. Mais grosso modo, si on s'en tient à ce qu'il dit, elle provient directement d'Adam, hein, qui aurait transmis son savoir de génération en génération. Non, c'est un peu l'idée, hein. C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'on va voir jusqu'où ça mène son raisonnement en fait. Sinon, pour la partie beaucoup plus spéculative, hein, donc on a entendu hein, quoi, elle trouvait ses origines dans les croisés, hein, carrément, voire carrément dans les descendants des Templiers, ça c'est aussi beaucoup entendu. Hein. On a raconté que ça venait des édificateurs des pyramides égyptiennes. D'autres vont dire que c'est une invention des jésuites. Je rigole pas, hein, c'est... Oui, les jésuites sont coupables de tout. Voilà, ils sont coupables de tout. Hein. Voilà. Même du naufrage du Titanic. Même du naufrage du Titanic, j'allais le dire, hein, exactement. Alors, le mythe qui va s'imposer à partir du 19e siècle, hein, ça va être l'idée que c'est la continuité des édificateurs de cathédrales. Hein. Donc on serait passé des loges opératives, donc qui construisent des cathédrales, à des loges spéculatives qui construisent la pensée. Mais voilà, ça va s'avérer faux. Il n'y a pas de... Les historiens, enfin, tout ça, vont dire qu'il n'y a pas de lien, c'est juste de l'emprunt. La notion d'emprunt, c'est important par rapport à ici. Hein. On va y revenir. Alors apparemment, ce qui semble le plus plausible, hein, ce serait la clé écossaise. Alors je parle de la maçonnerie au niveau, on va dire, technique, hein. Je parle pas de l'histoire de l'ésotérisme ici. Hein. Je parle, voilà, de comment ça s'est constitué techniquement, je parle. Hein. La maçonnerie, on va dire, un peu institutionnelle, elle serait née hein, donc en Écosse. Hein. Elle se serait répandue en Angleterre durant le XVIIe siècle avec une petite trentaine de loges. Et à l'époque, elle ressemblait beaucoup à ce qu'on appelait des sociétés amicales, donc des rassemblements d'artisans, de petits commerçants qui s'entendaient comme voilà, un peu des systèmes de mutuelles avec des petits rituels très simples. Voilà. C'était encore gentil, on va dire. Hein. On est dans une époque hein, donc, où les gens ils aiment discuter dans les tavernes. Hein. C'est là que tout va se passer. Donc ça attire toutes sortes d'intellectuels, évidemment. Intellectuels de la noblesse, évidemment. Hein. Des gens qui aiment voilà, penser refaire le monde. Hein. Bon, ça c'est pareil un peu partout encore à notre époque. Hein. Souvent dans les cafés, tout ça qu'on se rassemble. Et c'est en 1717 que 4 loges londoniennes vont se réunir dans une seule et même grande loge. Pour pas dire obédience, hein, qui va s'appeler Grande Loge d'Angleterre. Et quelques années plus tard vont naître les fameuses constitutions du pasteur Anderson. Pasteur anglican. Pasteurs anglicans, et qui sont des constitutions qui sont imprégnées de l'hérésie. Alors j'ai appris un nouveau mot dans ma petite recherche. C'est une hérésie qui s'appelle l'attitudinarisme. Je sais pas si tu connais. L'altérantisme. Oui, c'est ça, bien. Voilà, en fait, c'est... Donc j'ai pris la définition que j'ai trouvée. Hein. C'est un vieux mot, hein, l'attitudinarisme. Donc c'est l'œcuménisme, en fait. Donc c'est une sorte de communisme. C'est largesse d'esprit en matière d'opinion religieuse. Hein. Donc hérésie latitudinariste par la voie du noachisme. Hein. Donc c'est en gros, le noachisme, c'est les 7 lois que souhaitent imposer les judaïques au goïm. Hein. Donc ce sont des éléments de cette constitution et voilà, complètement assumés hein, donc par les maçons. Donc voilà, les maçons qui peuvent choisir leur propre religion. Hein. Voilà, même si les catholiques... enfin, chez les maçons, c'est autorisé d'être catholique, mais chez les catholiques, c'est interdit d'être maçon. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre, ouais. Donc voilà un peu l'histoire. Donc, constitution déjà bien condamnable, on est d'accord. Alors, ces constitutions, de fait, voilà, elles ont fatalement, comme on a dit, une lecture assez curieuse, hétérodoxe de l'histoire biblique et de l'histoire du monde. Hein. Et voilà. Alors, pour rapport au noachisme, hein, je pense pas qu'on a le temps de voir ça aujourd'hui, parce que voilà, on a beaucoup de... Hein, ça avance. Hein. Mais pour plus de précision, voilà, allez voir sur Wikipédia, c'est un truc, vous allez très vite comprendre en 2 minutes ce que c'est, ça va aller très très vite. Donc à rejeter, clairement. Condamnation, hein, point barre, comme on a dit. Voilà, même pas besoin de parler de complot. Donc alors, à partir de ce moment-là, hein, donc la franc-maçonnerie, elle est véritablement née. Comme je disais, hein, vraiment la franc-maçonnerie telle qu'on la
telle qu'on la connaît, même si elle va évidemment avec le temps, elle va évoluer, elle va gagner en rite, en grade, en obédience, etc. Mais bien sûr. Ça va être un succès phénoménal hein, qui va s'étendre partout dans le monde, avec bien sûr des divisions, des tensions, des histoires de scission entre eux, etc. Comme dans toute société humaine. Hein, logique. Alors. Et c'est là qu'on voit aussi la filiation protestante, hein, là, les divisions comme ça. Hein. Bah oui, mais je tenais à le dire aussi pour casser un peu cette idée de bloc monolithique en fait. Ça me semblait ultra important pour la suite. Hein. Alors, étant donné que c'est une société initiatique, comme on a dit, donc elle s'enrichit toujours plus de sciences ésotériques, de toutes ces saletés que le catholicisme avait essayé d'éliminer depuis 1000 ans. Hein. Mais bon, des croyances dangereuses qui vont toutefois parvenir à se transmettre de façon aussi étroite soit-elle au Moyen-Âge, hein, même si les ésotéristes à l'époque qui rasaient les murs. Bon, après, petit à petit, tu connais la suite, avec la Renaissance, tout ça, et au fil du temps, l'alchimie, voilà, il y a une renaissance dans tous les sens du terme, hein, donc ça a pris de l'ampleur, il y a la Kabbale qui a grossi, etc. Donc c'est plein de sciences comme ça, hétérodoxes et dangereuses et occultes, qui sont réapparues, hein, qui fatalement, que la maçonnerie s'est beaucoup nourrie. Hein. Alors, bien entendu, évidemment, puisque là je parlais de Kabbale, il y a bien sûr la gnose, hein, qui est très importante, avec spécificité maçonnique, et d'ailleurs la fameuse lettre G peut avoir plusieurs interprétations, il y en a qui disent God, etc. D'autres, ça peut être très bien gnose aussi. La notion de connaissance est centrale évidemment en maçonnerie, hein. Gnose, connaissance. Donc quand vous êtes interrogé par un prof en examen oral à l'université, et que vous voyez qu'il a un pentagramme avec la lettre G, bon, vous avez compris d'où il vient, quoi. Je dis ça parce que j'ai eu le coup une fois, en fait. Et pourtant, j'étais pas dans une université fondée par les francs-maçons à la base. Hein. Mais dans la ville où j'étais, ils étaient très présents. Enfin bref. Alors, au-delà des nombreux rites, l'ensemble des obédiences maçonniques, elles partagent la profonde conviction qu'on peut remonter à une certaine connaissance, vous voyez, la connaissance, on parle de gnose, une certaine connaissance via la transmission, soit l'initiation vers une tradition primordiale et originelle, et ce, malgré que le rapproche de ce qu'ils considèrent comme vérité va être relative. C'est ça qui est particulier chez eux aussi. Hein. Alors la tradition primordiale, hein, donc c'est quelque chose qui va beaucoup être développé, et l'auteur de référence sur la question, et ça tous les francs-maçons connaissent ce nom, malheureusement beaucoup de catholiques aussi, c'est René Guénon. Voilà. On va beaucoup en parler. Hein. On va beaucoup en parler, mais ça sera pour une prochaine partie d'émission. Hein. Alors j'ai dit à un moment que ce type de société initiatique était probablement écossais, mais j'ai pas parlé évidemment des origines, on va dire un peu plus doctrinales. Hein. Donc on a parlé de gnose maçonnique. Alors ici je vais reprendre Monseigneur Meurin, hein, donc jésuite du 19e siècle, hein, qui n'est pas connu pour être un très grand fan des sociétés initiatiques. Hein. Il dit ceci à propos de la Kabbale, qui est étudiée dans pas mal d'obédiences maçonniques, et franchement il me paraît honnête que sa comparaison elle est valable aussi pour la maçonnerie. Hein. Alors il dit dans son fameux livre La synagogue de Satan, il dit « On n'a qu'à étudier la doctrine de la Kabbale juive et à la comparer avec les doctrines philosophiques des plus anciens peuples civilisés, indiens, perses, babyloniens, assyriens, égyptiens, grecs et autres, pour s'assurer que partout est enseigné le même système panthéiste d'émanation. Alors il continue plus loin. On est forcé de l'admettre, entre la philosophie kabbalistique et l'ancien paganisme, il y a une connexion intime qu'il est difficile d'expliquer d'une autre manière que par l'inspiration d'un même auteur, c'est-à-dire de l'ennemi du genre humain, de l'esprit du mensonge. C'est vrai. Les choses sont claires. Clairement. Alors je crois que Guillaume avait déjà repris en plus cette citation dans l'émission sur la Kabbale. Hein. Et je la reprends aussi parce que, fatalement par rapport à la maçonnerie, elle est vraiment incontournable. Hein, je pense. C'est un système gnostique. Hein. Donc du point de vue catholique, c'est un système païen et satanique. Hein. Ils peuvent dire tant qu'ils veulent qu'ils sont chrétiens et que les catholiques peuvent rentrer chez eux, etc. Pour nous, c'est satanique.
le Et débat. pour une raison bien simple, c'est que les faux cultes, comme il y a des erreurs dans leur sein, ben, ça ne peut pas être Dieu qui les a inspirés. Donc à partir Ah, de voilà. là, il n'y a pas de tradition commune en fait. Oui, de toute façon, voilà, c'est ça, exactement. Donc, ouais, dans tous les cas. Alors, malheureusement, ben, beaucoup de nos ancêtres catholiques vont y entrer hein, dès le départ, parce qu'en Angleterre, en fait, la maçonnerie soutenait les Stuarts. Et ben, justement, la première maçonnerie attestée en France, elle débarque en 1728. Et c'est une franc-maçonnerie ben, fatalement stuartiste hein, et jacobite. Alors quand je dis C'est-à-dire légitimiste. c'est ça, exactement. Et quand je dis jacobite, c'est pas à confondre avec jacobin. Hein. C'est pas pareil. Hein, jacobite, c'est le légitimisme anglais, c'est ça. Donc pour les rois catholiques en Angleterre. Et évidemment, les Stuarts bah, sont soutenus par la France. Et donc, bon, voilà, à l'époque, on a eu la maison des Stuarts avec Jacques Stuart, donc Jacques II, qui a été détrôné et qui a trouvé l'appui des papes hein, et de la monarchie française. Il était catholique, il était soutenu par les Irlandais et par les Écossais, et en particulier par certains intellectuels écossais, dont certains d'entre eux, déjà à l'époque, étaient fatalement un petit peu initiés, puisqu'on était en Écosse. Hein. Donc beaucoup de francs-maçons bah, soutenaient les Stuarts pour des intérêts bah, nationaux, hein, simplement. Voilà, c'était ça. Ensuite... Et puis ça camouflait leur ésotérisme aussi, puisque comme la franc-maçonnerie, comme les stuartistes étaient chassés d'Angleterre, il y a un peu une logique là-dedans dans le fait que la franc-maçonnerie elle s'est emparée de la cause stuartiste, en tout cas certains francs-maçons sont emparés de la cause stuartiste, puisque ça permettait de camoufler en fait leur ésotérisme en fait et le côté société secrète. Puisque là, ils avaient une justification. Nous sommes persécutés par la monarchie des Hanovres qui a remplacé celle des Stuarts. Et donc, du coup, on doit se cacher pour pouvoir soutenir le vrai roi. Alors, il y a de ça, mais aussi, Anderson était entouré de nombreux intellectuels catholiques aussi. Donc, il y a... Puis les Irlandais, c'était aussi, tu vois. Donc, bon, tout était bon pour être franc-maçon. Oui, c'est ça. Mais là aussi, s'il y avait une faiblesse, c'est que... parce que j'ai un petit peu étudié un petit peu la question du jacobitisme et des Stuarts, c'est qu'il y avait aussi il y avait des catholiques qui soutenaient les Stuarts, mais il y avait aussi certains protestants qui le soutenaient pour des raisons en fait liées au fait que les Stuarts étaient réputés pour défendre les coutumes locales en fait, notamment des clans écossais, notamment des clans écossais qui étaient menacés en fait par on va dire l'Angleterre, les industries anglaises naissantes en fait. Ah ouais. Ben merci pour cette précision parce qu'en fait j'avais pas du tout relevé en fait. Donc ça merci beaucoup. Bon. Ben voilà, ben du coup en tout cas fatalement ben, les catholiques ça pouvait attirer beaucoup de catholiques dans tout ça. Hein. Mais ça aussi. Hein. Donc voilà, ça légitimait un peu l'affaire. Alors ben, plus loin on a un peu plus tard on a Andrew Michael ou André Michel Ramsay, hein, dit le chevalier de Ramsay. Donc, écrivain, philosophe et franc-maçon écossais, hein, qui va s'établir en France. Alors, il va prononcer un discours en 1736 qui va être considéré comme un des textes fondateurs de la franc-maçonnerie, non seulement en général, mais surtout la tradition maçonnique française. Hein. 7 ans catholique converti. Hein. Fatalement, un petit peu hétérodoxe. Hein. Bon. C'est lui aussi fidèle à la maison Stuart. Bon, en fait, il a tout pour plaire au public catholique français. Voilà, plein de qualités. Hein. Mais bon, ça reste le problème, c'est libre penseur qui va être très influent en France. Et donc, fatalement, ben voilà, comme on voit, le chemin entre maçons et catholiques, dès le départ, ils se sont beaucoup croisés en fait. Et il y avait un petit mix et puis fatalement on ne savait pas comment juger en fait cette société qu'on ne connaissait pas. Ouais, bien sûr, c'était le début. Les condamnations, bah, tout le monde les entendait pas. Et en plus, on est au XVIIIe siècle, hein, qui est une époque où la religion va pas mal être tenue en ridicule. Hein. Donc, ça va évidemment mal se passer. Alors, 1737, quand même, il y a quand même des réactions. Hein. 1737, ça va aller très vite. Hein. Donc, tu as le cardinal Fleury
premier ministre de Louis XV, donc déjà à l'époque. Hein. Il se dit qu'il y a quelque chose qui sent mauvais dans toute cette ambiance. Et il va proscrire la création d'associations, et tout particulièrement les loges. Et c'est un an plus tard, Clément XII va publier la première condamnation romaine de la franc-maçonnerie, qui à ce moment s'était déjà extrêmement développée en Angleterre. Mais bon, sa condamnation va rien changer, malheureusement. La maçonnerie va prospérer énormément dans la noblesse, hein. Donc dans le pouvoir. Hein. Donc on n'a pas attendu une révolution pour que la maçonnerie contamine les élites de la société. C'est dans le pouvoir que ça se passait, hein. C'est dans la noblesse. Hein. Et à l'époque, la société, enfin la franc-maçonnerie n'était pas une société subversive. En tout cas, elle n'apparaissait pas comme telle. Ah voilà, exactement. Au contraire, elle se mettait soutien du pouvoir, soutien de la monarchie anglaise, soutien un peu aussi de la monarchie française, puisque c'était des gens de la noblesse, etc., qui étaient liés au roi. Il n'y avait pas encore cette idée d'opposition à la monarchie et de républicanisme. Oui, voilà, exactement. Et puis, tous les francs-maçons, loin de là, ne seront pas républicains. Hein. Il y aura beaucoup de royalistes qui soient légitimistes, ou plutôt ou de monarchiens, ou carrément contre-révolutionnaires. Hein. Voilà, c'est aussi... Hein. Mais, bon, plus minoritaire. Hein. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui essayent de minimiser le problème en disant que ce serait moitié-moitié, mais ça, je crois pas à ce point-là. Hein. Ça, j'irai pas jusque-là. Hein. Bah, bref, c'est plutôt, oui, elle va beaucoup porter les idées nouvelles, la maçonnerie, oui, clairement. En tout cas, voilà, comme on le sait tous, ça va... Toutes ces sociétés-là vont prendre une ampleur phénoménale au XVIIIe siècle, hein, et ça va devenir une mode, carrément. Donc, bon, ça va être difficile. Il paraît que ça va pas être spécialement évident de ne pas croiser des francs-maçons quand on se promène dans les rues des capitales, que ce soit Londres ou Paris, quoi. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, on a vu la première partie. Alors, pour préciser un peu le truc, après, on va s'attaquer à la Révolution française. Et en fait, là, comme vous venez de le voir, dans cette première partie, chaque minute d'information était assez riche, et ça va l'être continuellement pendant toute la série d'émissions. Donc j'espère, si Dieu vous l'accorde, que vous aurez l'occasion d'écouter tout ça, parce que là, ça va être très très bon, et puis c'est pour la cause aussi qu'on fait tout ça, évidemment. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que il y a encore pas mal de travail, et Théodon, hein, je te garde encore un tout petit peu en ligne pour après, comme d'habitude, hein, pas de soucis. Et on se retrouve au plus vite avec les auditeurs. Hein, on balance au plus vite la suite de ces 4 parties, de ces 4 grades initiatiques de nos émissions. Allez, très bonne soirée à tous, une autre prière. Salut, à une autre prière.